Hello Eric, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve pour cette première édition en online. On est plus face à face cette fois. J'espère que le rendu sera quand même superbe. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler en fait, de la première chose qui m'a interpellé entre le lien entre le business et le poker, qui est la prise de décision, et qui est comment le poker est une suite de décisions et comment aussi, bien souvent, le business est une suite de décisions qu'on va essayer d'être la plus pertinente possible et comment en fait les deux peuvent se rapprocher dans en fait l'approche et la méthodologie pour prendre des bonnes décisions et aussi les partager. D'accord. Bah, c'est super, je te commence directement de commencer, hein, on va pas, Pas de problème. on va pas chipoter plus longtemps. Euh, Comment est-ce que toi du coup tu as remarqué ce lien entre le business et le poker? Ben, en fait, c'est un peu réduire le poker à une suite de décisions, encore une fois. C'est-à-dire qu'on vous donne, bon, la première décision, c'est que vous allez sur une table de poker. Ensuite, on va vous donner des cartes. Et c'est surtout de l'adaptabilité qu'il va falloir prendre tout au long de la partie pour être sûr d'optimiser vos mains et d'optimiser vos chances de gain. C'est-à-dire que si vous apprenez une stratégie qui est tout à fait fixe, c'est-à-dire dès le début, vous savez ce que vous allez faire tout le temps, c'est, je pense, la meilleure manière de perdre. C'est-à-dire qu'il faut aussi extrêmement s'habituer et s'adapter à un contexte très volatile. Vous ne savez pas ce que les autres joueurs vont faire, vous ne savez pas ce qui va tomber comme prochaine carte au flop, à la turn, à la river. Et tous ces éléments vont vous aider à prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois très flexible dans sa manière d'approcher le résultat et la performance, mais aussi avoir des concepts très solides pour ne pas faire n'importe quoi non plus tout le temps. Donc c'est vraiment ce mélange entre savoir où est-ce que vous voulez aller, d'avoir une grande direction, mais à la fois sur le chemin s'adapter suivant les informations que vous allez recevoir. D'accord, donc c'est vraiment, enfin, cette notion d'adaptabilité en fait, elle est vraiment au centre de tout ça en fait. Pour moi, elle est centrale vraiment, que ce soit à la fois dans le business et dans le poker. Aujourd'hui, si on prend vraiment le business, pour moi, un business qui est efficace, et malheureusement, si on prend l'exemple du Covid, c'est ce qui nous a aussi montré que la capacité de s'adapter à des paramètres qui étaient imprévus a fait une grande différence pour la majorité de nos business, mais aussi dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va intégrer, est-ce qu'on continue comme avant, le fameux avant, ou est-ce qu'on va trouver des nouvelles solutions? Et bien souvent, ce type de crise nous amène à trouver des nouvelles solutions qui vont ouvrir des fois sur des nouveaux champs du possible et sur des nouvelles opportunités. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment, en partant d'un système de crise, vous allez trouver de nouvelles opportunités. Clairement, par exemple, le télétravail est quelque chose où Mm. sûrement 3 ou 4 ans auparavant, on n'aurait pas parié dessus. Et aujourd'hui, c'est presque un modèle, que ce soit un modèle hybride ou de totalement en télétravail, ça a révolutionné le monde du travail. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à observer. Le poker, même si le contexte est plus fermé, c'est-à-dire on voit aussi la même chose, c'est-à-dire vous mettez devant, vous avez deux cartes, et là, tout peut arriver. Vous allez être sûrement surpris par vos adversaires, vous allez être surpris par les cartes. Comment vous optimisez cette situation suivant la partie? D'accord, ok. Je comprends bien, c'est intéressant vu comme ça. Du coup, je t'invite à rentrer directement du coup dans ce qu'on va parler du coup sur la prise d'information, etc. Alors, on a vu dans nos précédentes vidéos, notamment sur le learning process, que dans le poker, il y avait pas seulement les cartes, mais aussi justement ce côté prise d'info. Alors, on va du coup en parler un petit peu plus en profondeur maintenant. Comment est-ce que toi, autour d'une table, tu arrives à prendre des informations sur les autres joueurs? Par l'observation en premier, bien entendu, avant de parler, c'est de regarder. Et dès que vous vous asseyez, de toute façon, il y a ce jeu aujourd'hui entre tous les acteurs, spécialement en live. Là, on va parler de poker live. Vous allez observer et vous allez commencer à profiler vos adversaires. Et ensuite, vous allez tout au long du jeu observer est-ce que leurs attitudes correspondent au profil que vous aviez mis, est-ce qu'ils font des actions. Et on va même aller jusqu'à ce qu'on appelle des tels, c'est-à-dire en général des attitudes non verbales qui vont trahir des actions ou des états internes. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre le processus interne des joueurs. Est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il feint d'être confortable ou inconfortable? Donc tout ça, c'est un jeu vraiment d'acteur, d'acting, mais qu'on peut aussi retrouver quelque part dans le business.
en observant ses collaborateurs et en essayant cette fois-ci de les aider, non pas de les battre. Donc c'est un petit peu la grande nuance entre les collaborateurs et les opposants au poker, mais c'est aussi observer son entourage. Donc on va observer des fois de manière factuelle, c'est-à-dire utiliser peut-être plus les statistiques, mais aussi on va utiliser tout ce qui est observation d'adaptabilité des gens, des patterns de behavior, c'est-à-dire comment les gens réagissent des fois toujours de la même manière, suivant différentes possibilités. Et donc en fait, on essaye de prendre toutes les informations possibles, que ce soit à la fois factuelles, mais aussi des moments qui sont juste comportementaux. Juste avant, là, tu disais que au poker, tu utilisais les tels et justement cette prise d'information pour aller à l'encontre de tes adversaires et qu'à l'inverse, dans le business, tu vas dans le même sens que tu vas pour les aider et que vous vous améliorez en tant que groupe. Est-ce que tu as des exemples par hasard où un même tel, une même prise d'information, un même comportement peut donner à la fois quelque chose comme un avantage que tu as sur l'autre et dans l'autre sens quelque chose à améliorer. Oui, en tout cas, par exemple, c'est essentiellement dans une situation d'inconfort, par exemple. À la fois contre un opposant, vous allez essayer de l'exploiter. C'est-à-dire si vous voyez que vous le mettez dans une situation de jeu et il est dans une situation d'inconfort, bien entendu, vous n'allez pas l'aider à se sentir mieux. Donc vous allez exploiter. Ou alors, par exemple, si vous êtes avec des collègues, essentiellement par exemple sur des présentations devant du public, quand vous voyez certaines situations d'inconfort, là, vous allez plutôt les aider et les supporter à se sentir mieux. Donc ça, on va dire que c'est la même approche d'un inconfort et que vous allez essayer de transformer en quelque chose de positif pour vos collègues, pour vos collaborateurs, ou en quelque chose de plus inconfortable pour vos opposants. Donc c'est la même observation, mais l'utilité et la finalité va être différente. Mais bien souvent, l'expression de cet inconfort ou de cette trop pleine confiance ou plein de choses comme ça qui sont tout ce qui est dans le comportementalisme, pardon, vous allez juste en faire quelque chose de différent à la fin. Donc vous observez et vous traiterez cette information de manière différente. Et du coup, bah, maintenant tu nous as présenté plusieurs prises d'informations différentes avec des finalités différentes. Comment est-ce que toi tu gères ces informations? Parce qu'au final il y en a quand même beaucoup. Est-ce que tu les priorises? Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est là où mettre en place son propre système, soit de leadership ou de type leader, est important. C'est comment vous allez prioriser. Il y a des choses qui, peut-être par exemple par rapport au factuel, qu'il faut jamais, je pense, négliger. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont dans le dur, qui ne sont pas des impressions. Et donc ça, ces choses en général, elles rentrent dans les premières priorités. C'est-à-dire, ça, ce sont des faits. Ensuite, tout ce qui est autour, inconsciemment, chacun va créer ses propres systèmes de traitement de l'information. Donc plus vous avez d'informations et plus je pense que beaucoup de ces systèmes vont être inconscients ou alors il va falloir faire preuve d'apprentissage pour gérer plus en plus de ces, de ces faits ou de ces observations que vous allez avoir pour les traduire en actions concrètes et les traduire en finalité, ben, soit par exemple battre vos opposants ou aider vos collègues par exemple. Ok. Bah, du coup, je suis désolé pour ça, mais je vais t'emmener sur une question un petit peu plus tricky. Euh, si pour toi tu devais choisir la meilleure ou la pire décision que tu aies prise pour le projet, ça serait laquelle? Ça c'est très intéressant comme question. Ben, je pense que par exemple, c'est l'idée d'avoir eu une bonne idée, qui est cette, j'espère, leadership to chip leader, avoir créé tout un, tout un système d'informations prêtes à être partagées et ne pas avoir assez peut-être pensé à l'utilisation, comment j'allais transférer cette idée en un projet final. C'est-à-dire, par exemple, l'idée en première d'un livre où j'ai eu, voilà, j'ai pris ces informations, je les ai traitées, mais la communication de ces informations n'était pas gérée encore de manière optimale, c'est-à-dire, je me suis retrouvé avec est-ce qu'on écrit en français, est-ce qu'on écrit en anglais, Donc la communication, tout ce qui était gestion de l'information était correcte. Le traitement pour amener à quelque chose, j'espère, de digestible, comme aujourd'hui, était OK, mais la communication n'était pas verrouillée, ou en tout cas les compétences
pour l'amener à un autre niveau de communication n'était pas OK. Donc là, si j'avais une chose à partager, euh, c'est ceci aujourd'hui. C'est vraiment un peu sur le projet en général, mais après, en même temps, euh, dans chaque crise, il y a une opportunité. Ça nous permet aujourd'hui de faire des vidéos et de trouver un autre mode de communication, peut-être plus facile à partager avec tous, et qui, j'espère, débouchera sur un succès. Inattendu, mais peut-être un succès. C'est exactement ça, hein. On a vraiment pris l'information de la difficulté de la communication. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai un petit peu été introduit dans le projet, moi, au final, parce que c'est aussi au travers de ça que j'ai été amené. Tout à fait, bah, on va dire d'une situation de crise, on a trouvé une opportunité et j'espère il va en déboucher un succès. Mais là aussi, prise d'information, traitement de où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller, et ensuite après, l'importance de partager aussi ce niveau de communication est très très important. Et là, si je pouvais revenir aussi au domaine du business, euh, en tant que leader, prendre des décisions justes est très très important, mais les communiquer de manière juste et quelquefois encore plus importante pour être à la fois compris de ses collaborateurs, pour générer de la motivation, de la compréhension. Je pense que c'est quelque chose aussi aujourd'hui qui est clé. On ne peut pas juste se permettre de prendre des bonnes décisions, mais aujourd'hui, la communication de cette décision est partie intégrante du succès de celle-ci. Et si je pouvais prendre un exemple sur le poker, alors là, la communication ultime, on va dire que c'est le bluff. Alors, je le donnerai pas en exemple pour le business, mais en tout cas pour le poker, oui. Le bluff est la communication ultime, c'est-à-dire que c'est une décision ou une non-décision qui est tellement pertinente à cet instant que tout le monde va vous croire. Même si elle est basée sûrement sur des choses fausses, c'est comment vous allez convaincre vos opposants que vous avez une main extrêmement forte alors que vous ne l'avez pas. Et là, c'est toute une partie de storytelling, c'est-à-dire c'est tout ce que vous aurez créé avant qui va amener à ce que tout le monde croit que vous ayez une main forte, alors qu'en fait, vous n'avez rien. Et c'est ça, quelque part, l'essence du bluff. Mais un bluff se construit sur la durée et pas simplement sur un moment ou sur 10 secondes. C'est quelque chose que vous devez créer tout au long de la partie pour qu'à cet instant T, tout le monde croit que vous avez la meilleure main, alors que bien souvent, vous ne l'avez pas, d'où l'intérêt du bluff est gagner sans mériter de gagner. Alors je vais encore une fois revenir sur une de nos précédentes vidéos avec l'expertise et l'expérience. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. La communication de la décision, justement, c'est vraiment une relation entre expertise et expérience au final. Oui, c'est un mix. C'est un mix entre tout ce que vous avez développé comme compétences qui va vous amener encore une fois, à cet instant, à être crédible. Alors, sur le business, ben, j'espère que vous allez baser toute votre décision et pas faire de bluff parce que votre crédibilité suffira en tant que prise d'information et prise de décision. Mais au poker, c'est tout ce que vous allez créer autour, essentiellement sur votre image, qui va faire qu'à un moment, les informations que vous allez envoyer à vos adversaires vont être crédibles. Et c'est tout ça, en fait, qui est un long travail sur une table de poker, qui est souvent assez difficile à expliquer. C'est comment, tout au long d'un tournoi, par exemple, vous allez créer une image. Alors, ça peut être une image de quelqu'un de très défensif, ça peut être l'image de quelqu'un de très offensif. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand vous allez faire cette action, elle va être OK. Cette personne est très défensive. Si là, devient d'un seul coup très agressive, c'est qu'elle doit avoir une bonne main. Alors peut-être votre bluff passera. Si vous êtes déjà agressif tout le temps et que vous continuez à être agressif, votre crédibilité sera sûrement engagée et votre bluff sera peut-être plus difficile à passer en restant dans ce domaine. Bah, je comprends bien, je pense qu'on a fait le tour justement de cette leg. Merci en tout cas d'avoir parlé de ce sujet avec moi, j'espère que ça aura aussi intéressé nos auditeurs. Et puis merci à toi. Merci Lorenzo et puis en direct de Las Vegas, prêt pour une prochaine fois. Puis merci à tous. Au revoir.